Salut, je vous propose une petite vidéo d'introduction à Darktable. Cette vidéo de présentation du logiciel a été filmée lors d'une présentation en public. Et je vous propose aujourd'hui de la revisionner. Je l'ai découpée en 4 morceaux pour que ce soit plus facile à regarder. La première partie est une partie théorique, où on va regarder les avantages et les inconvénients. Ensuite, les 3 autres parties suivantes sont des parties pratiques où on va tester et regarder comment s'utilise Darktable dans les grandes lignes. L'idée, c'est pas de faire une formation au logiciel, mais juste une présentation de l'interface graphique. Bonne vidéo. Vous êtes chaud, on y va? Alors, je vous propose une petite présentation de Darktable ce soir. L'idée, c'est pas un tuto sur comment on utilise Darktable, c'est plutôt les grandes fonctionnalités de Darktable, ses avantages, les points qui sont améliorables. Donc, une petite présentation rapide. Et après, je vais vous faire une démo de retraitement d'images. J'ai sélectionné quelques images sur lesquelles on va regarder des points précis. Alors les images ne sont pas d'une qualité folle, mais l'idée c'est juste de regarder comment on s'en sort le logiciel et si vous pouvez vous raccrocher avec les fonctionnalités de ce que vous connaissez déjà. Alors pour ce qui est des grandes fonctionnalités, une des grandes fonctionnalités dont on a besoin, c'est la gestion du catalogage, la gestion du catalogue d'images. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez inséré vos images à l'intérieur, vous allez pouvoir filtrer, trier, y mettre des mots-clés, vous allez pouvoir récupérer les informations EXIF de vos images, vous allez pouvoir faire des filtres dans tous les sens, quel boîtier, quel objectif, enfin, il y a vraiment des filtres qui sont très puissants et vous allez pouvoir y accrocher tous les mots-clés possibles imaginables pour pouvoir filtrer et retrouver vos images facilement. Donc ça supporte aussi beaucoup de formats d'images, donc évidemment les RAW, les JPG, les DNG. Globalement, ce qu'on constate, c'est que après la sortie d'un nouveau boîtier, les fichiers RAW sont gérables par Darktable à peu près 6 mois après. En général, il y a une mise à jour 2 fois par an et dans chaque mise à jour, ils arrivent à récupérer les fonctionnalités pour pouvoir lire les RAW des derniers appareils photo qui viennent de sortir. Mais bon, globalement, vous achetez un appareil photo qui est sorti il y a 2 ans, c'est bon, c'est tranquille, c'est géré dedans. À ma connaissance, comme ça, de mémoire, il n'y a que les appareils photo de chez Sigma avec des capteurs Foveon qui ne sont pas supportés. Ce qu'on va pouvoir faire, évidemment, c'est le développement classique habituel d'images, c'est-à-dire contraste, couleur, lumière, le point noir, le point blanc, la balance colorimétrique, les petites retouches, enfin tout ce qu'on fait avec un logiciel de traitement d'image dont on a besoin de faire. Masque de traitement localisé. Il est aussi capable de faire du débruitage, il est aussi capable de faire donc de la retouche photo, donc tout ce qui est poussière, suppression de petits objets. Alors tranquille, hein, c'est suppression de petits objets, mais c'est pas d'intelligence artificielle derrière. Donc si vous faites un truc, voilà, vous supprimez un ballon dans de l'herbe, vous supprimez un bateau sur la mer, ça c'est possible. Les trucs plus délicats qu'on arrive à faire à base d'intelligence artificielle, c'est pas encore dedans. Vous pouvez aussi corriger les perspectives des objectifs photo, les déformations des objectifs photo. Il y a une base de données à l'intérieur avec beaucoup d'objectifs photo. Et si vous avez des objectifs qui déforment un peu trop, lui est capable de lire dans les fichiers EXIF de votre RAW et il est capable d'appliquer une correction. Et il va redresser, soit vous avez des déformations en barillet ou en coussinet, et il va être capable de redresser ça. C'est pas mal. Bon, il y a plein d'autres trucs. On ne verra pas tout. On verra pas tout, mais déjà, si on voit tout ça, on aura un bel aperçu. Les corrections dont tu parles, qu'il est capable de faire, c'est que sur à partir des RAW ou aussi J'ai pris l'habitude de travailler avec les RAW, mais globalement, les mêmes modules s'appliquent sur les JPEG. Alors, il ne fait pas exactement les mêmes traitements dans le même ordre. Je n'ai pas été regarder exactement les différences. Mais ouais, tu peux redresser. Après, tu auras moins de latitude de correction sur un JPEG, sur tout ce qui est lumière, contraste, etc. Ouais, mais si tu n'as pas destructif. Ah non, bien sûr que non. Ouais, on est d'accord. Même le JPEG, hein, vous trifouillez tout ce que vous voulez, ok. Et ce qu'il fait, c'est que, un peu comme tous les autres logiciels, il vous crée un fichier à côté. Un fichier XMP qui a le même nom que votre RAW ou que votre JPEG. Et à l'intérieur, il a écrit tous les traitements que vous avez appliqués. Tout est dans le fichier XMP. Et au moment où, justement, vous êtes satisfait de votre photo, vous appuyez sur le bouton et il vous exporte votre image dans différents formats. Vous choisissez le format et ça s'exporte. Il n'y a pas de problème.
Et en parlant d'exportation, au moment où vous exportez, il est capable de vous appliquer des profils d'image, donc des profils d'imprimante, des profils d'écran ou des profils d'imprimante. Donc si vous envoyez ça à un imprimeur, au moment où vous exportez votre photo, vous pouvez lui dire tu me l'exportes avec tel profil, et lui derrière il va appliquer encore des corrections pour que l'image, quand elle arrive chez votre imprimeur, elle soit exactement calibrée pour l'imprimante. J'ai jamais essayé, mais la théorie il dit que ça marche. Voilà. Vous allez pouvoir aussi appliquer des styles, si vous avez des styles prédéfinis ou si vous avez défini un cadre par exemple, vous allez pouvoir, sans le définir sur votre photo, mais au moment de l'exportation, dire ben voilà, toutes les photos là, tu me les exportes avec un cadre noir de tant de pixels, etc. Et ça va se faire automatiquement. Idem si vous voulez mettre un filigrane. Dans votre photo d'origine que vous avez développée, il n'y a pas de problème, mais au moment de l'exportation, il vous exporte avec un filigrane et il vous le rajoute derrière. Alors, honnêtement, je ne sais pas. J'avais fait des essais avec DxO et j'avais été surpris parce que les mots-clés que j'avais mis dans Darktable, quand je les avais chargés avec DxO Photolab, les mots-clés étaient déjà présents. Donc, DxO était capable de lire les fichiers XMP qui étaient collés au fichier RAW, et était capable d'aller lire certaines choses à l'intérieur. Et c'était pas mal de voir... alors, je me rappelle que les étoiles y étaient, et il me semble que les mots-clés y étaient. J'avais été très surpris de ça. Mais avec un peu de bol, ça marche aussi pour Lightroom. Par contre, il y a un truc qui ne marchera jamais, c'est les corrections que vous avez mis dedans, c'est pas possible. Parce que chez un, le contraste, ils vont jouer avec tel paramètre, et chez les autres, ils vont jouer avec d'autres paramètres. Ça ne sera jamais les mêmes fonctions des deux côtés, donc vous n'aurez jamais la même chose. Par contre, sur une liste de mots-clés, c'est une liste de mots, quoi. Donc il y a une chance que ça marche. Et un nombre d'étoiles, il y a une chance que ça marche. Oui, oui. Oui, tu peux appliquer, c'est-à-dire tu peux dire, voilà, là j'ai un style de photo, ça me plaît bien, j'ai fait tout un tas de réglages, je veux les appliquer aux autres. Tu enregistres ça comme un style de photo en disant, je veux le contraste, la couleur, etc. Tu choisis les paramètres que tu veux appliquer, tu renommes ton style de photo, tu l'appelles comme tu veux, et derrière, après, tu lui dis, toutes ces images que j'ai sélectionnées là, applique-lui le style, et il te l'applique. C'est des presets, exactement. Tu te fabriques un preset, et tous ces presets-là, vous pouvez les utiliser au moment de l'export aussi. Alors, dans les avantages, le logiciel est en français. Ça s'installe surtout, ça s'installe sur PC, Mac, même sur Linux si vous êtes motivé. Donc là, on me faisait un retour tout à l'heure dans la salle où sur Mac, c'est un peu instable. Il faudrait peut-être essayer la dernière version, voir si tu arrives à faire quelque chose de mieux. Alors, un truc qui est vraiment qui soulage, quoi, c'est qu'il n'y a pas besoin de compte utilisateur. Il n'y a pas besoin de mettre sa carte bleue à droite. Il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet pour avoir la fonctionnalité machin, la fonctionnalité truc. Ça s'utilise sans compte utilisateur et ça s'utilise hors ligne. Vous êtes à la campagne, il n'y a pas d'Internet, etc. Vous pouvez travailler. Et évidemment, donc c'est open source, donc il n'y a pas de coût récurrent, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de tout ça. C'est la communauté qui fournit ça. En échange de, si vous êtes développeur ou si vous avez envie de traduire, vous pouvez aller traduire des manuels. Ils seront très contents de recevoir votre contribution. Pareil, si vous développez du C ou du C++, ils seront très contents de votre contribution. Donc il n'y a pas une entreprise derrière qui décide à un moment de dire l'abonnement, il était à 12, je passe à 20. Il n'y a personne. Par contre, on verra dans les points négatifs, il n'y a pas une entreprise qui drive aussi exactement les fonctionnalités, quoi. Ça part un petit peu, des fois ça part un peu partout. C'est les avantages et les inconvénients de l'open source. Soit pérenne. Ouais. Aujourd'hui, il y a vraiment du monde qui l'utilise. Et bon, si vous avez la crainte de dire c'est open source, si jamais les mecs ils sont pas d'accord, ça tombe, etc. Ok, ça peut arriver, mais il y a une chance en open source, c'est que le code il est disponible. Donc s'il y a des gens qui considèrent que le développement du logiciel prend un mauvais chemin, ça leur plaît pas, ils pourront dire je prends le code source, je me fais un Darktable bis à côté. Et derrière, je l'amène là où je veux l'amener. Et donc, avec un peu de bol, tu pourras passer d'un à l'autre. S'il y a un projet qui meurt, il y a un projet qui peut renaître. Alors que si c'est une entreprise qui l'a, que l'entreprise meurt, ton logiciel meurt avec. Donc je vous disais tout à l'heure, ça accepte un grand nombre d'appareils photo et d'objectifs.
et c'est capable de corriger tout un tas de choses en fonction des infos que l'appareil photo aura pu insérer à l'intérieur du RAW. Il y a une communauté quand même très vivante et des tutos en pagaille sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et réellement, moi, pour avoir essayé, alors j'ai pas essayé Lightroom, mais j'ai essayé DxO Photolab en mode je vais l'acheter. Et puis je me suis dit, mais en fait, Darktable, il fait pareil, quoi. Il y a quelques trucs qui n'y sont pas, mais 95%, tout est dedans, quoi. Donc finalement, je ne suis pas passé à un Photolab, et je m'y suis surpris 2 fois sur Photolab en me disant, mais j'ai dû rater quelque chose, j'ai pas vu l'intérêt. Et non, j'ai pas vu l'intérêt, non. Donc je suis resté sur Darktable. Donc c'est réellement un outil qui est crédible. On va regarder un peu les points améliorables, parce que tout n'est pas rose non plus. Alors aujourd'hui, pour regarder dans tout ce qui est fonctions hype un petit peu, on vous bassine un maximum avec tout ce qui est intelligence artificielle, il y en a partout, et puis si vous achetez un truc où il n'y a pas d'intelligence artificielle, même dans une cafetière, franchement, ça va pas, quoi. Donc aujourd'hui, dans Darktable, à ma connaissance, il n'y a pas encore de fonctionnalités qui vous permettent de faire du masquage automatique à la Lightroom, en disant, vas-y, sélectionne-moi le ciel, et le truc, il te sélectionne le ciel, et après, tu fais tes traitements. Ou sélectionne-moi les gens, et le truc, il te sélectionne les gens, et il te fait tes traitements. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des moyens de compenser, mais il n'y a pas ces fonctionnalités-là qui sont dedans encore. Je pourrais vous parler aussi du débruitage. Il y a 2 modules de débruitage, mais pour avoir testé un petit peu avec DxO à côté, DxO, on arrivait plus rapidement à un résultat qui était plus sympa, quoi. C'est pas dégueulasse, mais DxO est au-dessus. Voilà. Des essais que j'ai pu en faire, c'est un peu meilleur. Mais derrière, si vous avez une photo qui est bruitée, vous allez réussir à enlever du bruit. Il n'y a pas de problème. Et on verra, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Les trucs qui ne marcheront pas, donc c'est le remplacement du ciel en un clic. Donc ça, on oublie tout de suite. C'est je clique, je mets le ciel orageux avec la lumière qui vient comme ci, comme ça. Non, ça c'est pas possible. Ça. Les choses se font vraiment à la main. Et il y a le bouton magique aussi pour améliorer la photo. C'est-à-dire je clique et hop, la photo devient instagrammable. Non, ça y est pas non plus. D'autres points améliorables, l'ergonomie. Alors l'ergonomie, parfois vous avez des modules, vous vous demandez qu'est-ce qui vous arrive, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ou alors je me suis retrouvé quand j'ai commencé à l'utiliser, je voulais modifier le contraste, et donc je tapais contraste dans l'outil de recherche, et il me sortait 3 modules avec des modifications de contraste. Vous en essayez un, ça modifie le contraste, vous en essayez un autre, ça modifie le contraste, vous en essayez un 3e, ça modifie le contraste. Ok, lequel on prend ? Lequel c'est le bon ? De temps en temps, on se retrouve dans des impasses comme ça, et là on est clairement dans le problème open source, où vous avez un développeur qui se dit, tiens, je vais faire un module de contraste, tac, et il y en a un autre qui se dit, ce module de contraste-là, il n'est pas assez bien, je vais en faire un moi, tac, il le propose, vous avez 2 modules de contraste, il faut choisir. Et là, personne ne choisit. C'est vous qui allez devoir essayer. Donc des fois, c'est un petit peu perturbant, ça. Ce qui m'a un peu gêné aussi lors de la prise en main, c'était des raccourcis clavier qui étaient totalement insoupçonnés, quoi. Donc pour faire tourner un masque, vous faites une ellipse pour masquer quelque chose, et vous essayez de la faire tourner. La plupart des logiciels, vous avez une petite coche, là vous cliquez dessus, vous glissez et vous faites tourner l'ellipse. Non, là, il faut faire CTRL-SHIFT la roulette en étant sur l'ellipse, et elle se met à tourner. Mais si vous faites CTRL-ALT, elle grossit ou elle diminue. Et si vous faites CTRL machin, alors c'est la zone de flou qui augmente ou qui diminue. Donc il y a des trucs comme ça, on se dit, mais pourquoi ? Enfin, pourquoi tant de haine, quoi ? Et puis bon, finalement, après, on s'y habitue. Donc, clairement, il y a un effort de prise en main à faire. Côté téléchargement, moi, je vous conseille darktab.fr. C'est pas trop compliqué à retenir. L'avantage, c'est que quand vous allez lancer l'installeur et quand vous allez tomber sur Darktab, il sera déjà en français. Si vous le récupérez sur darktab.org, il y a une chance qu'il passe en anglais. Donc, il y a une manip à faire pour le repasser en français. Mais bon, ça se fait. Et côté installation, c'est de l'ultra basique. Vous cliquez, vous faites suivant, terminé, et c'est installé. Et ça se lance. Voilà.